Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre plat de spaghetti de comics préféré, putain. Oh non, elle était bien là, putain, c'était rigolo. Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission faite dans la joie, dans la bonne humeur. Et waouh, j'ai pris de la coke, qu'est-ce qui se passe? C'est super. On dirait Monsieur Poulpe. Ouais, c'est ça. Alors, Corentin, tu es avec nous. Ça va, Ça va, très bien. T'as l'air en forme. Bah, complètement. T'as un peu de sucre sur la narine. Effectivement, j'aime le sucre, je suis, j'allais dire diabétique, mais du coup, ça ne marche Une pas. première blague sur les gâteaux. Exactement. Attends. Et on sait que notre auditoire les aime. Alors, Corentin, on est aujourd'hui, disciplinons-nous un petit peu. Oui. On est ivre et surtout, on fait un back issues pour une sélection de comics en VF. Exactement. Que l'on a lu tout récemment. Tu vois, je viens de dire le mot comics et d'un coup, on reprend notre aplomb. C'est incroyable. Et quelque part, c'est assez incroyable cette autodiscipline. Corentin, par quoi va-t-on commencer aujourd'hui? Eh ben, par Dirty Old Glory, Arnaud Kikou. Tout à fait. Du label 619. Tout à fait. Doggy Bags One Shot. Tout à fait. De qui? Alors, c'est Mud à l'écriture. Ah, c'est Mud. Ce n'est pas Hut. Non. Mud. Voilà, c'est surtout que Hut, c'est Simon Hut. Oui, je sais. D'ailleurs, en plus, donc c'est beaucoup plus long que ça. Mais donc, c'est un Doggy Bags One Shot qui vient de sortir au label 619 et donc aux éditions Ankama. Les Doggy Bags One Shot, donc ce sont des albums justement en forme de récit complet qui viennent s'intercaler entre les numéros de l'anthologie Doggy Bags. Tu pourrais faire une césure. Ouais, complètement. Anthologie Doggy Bags. Qui propose voilà, comme son nom l'indique, vu que c'est anthologique, propose des petites histoires très branchées, horreur, action, fantastique, genre, voilà, de la BD de genre. Et donc ça faisait quand même depuis quelques temps maintenant que ponctuellement on avait ces Doggy Bags One Shot qui sont là pour ouais. One Shot, t'as dit? Non, mais si, je te jure. T'es un gamin. Mais c'est pas moi, ça m'a juste fait. Non, mais pas de référence forcément au corps féminin, juste le mot one shot, ça m'a fait rire, c'est tout. Je peux continuer maintenant, Arnaud. C'est très très rigolo en tout cas, Corentin. Tu peux la couper si tu veux. Non, je ne la couperai pas. Et on parle bien de l'émission, bien entendu. Et donc, ce que... Il faut la couper. Mais non, attends, mais reprends un Doggy Bags quand t'avais bafouillé avec ton rôle là. Voilà, vas-y, donc Doggy Bags. Qui est une anthologie d'horreur, de bande dessinée de genre, et donc de façon plus ou moins ponctuelle, on avait ces one-shots. Donc la dernière fois alors on s'excuse, on est fatigué et on a dû faire plusieurs prises. C'est le vaccin, c'est mon effet secondaire de vaccin, j'ai une excuse. Oui, qu'est-ce que je veux dire? Oui, qu'on avait eu Trench Foot par exemple il y a quelques mois, qu'on avait déjà abordé dans le podcast First Print, et donc Dirty Old Glory qui est fait donc par Mud au scénario et Prosit au dessin, c'est l'avant-dernier de ces albums. Faut savoir donc que Doggy Bags, l'anthologie, c'est fini. Il y a un numéro 17 qui est paru, dont on vous reparlera dans un prochain Back Issues évidemment, donc voilà, qui conclut vraiment les 2 saisons de cette anthologie. Et donc il y a encore cet album qui vient également de paraître tout récemment, et il y aura donc un album en 2022 qui viendra conclure tout cela. Et donc, Corentin, de quoi ça parle un petit peu Dirty Old Glory? Alors, ça parle d'un monde dans lequel qu'une sorte d'extrapolation du présent politique, ou plutôt du passé politique des États-Unis, de Donald Trump, mais aussi de Joe Biden. C'est très dans l'actualité. On sent que ça a été réfléchi assez récemment. Ça parle du coronavirus notamment. Et ça imagine que un gouvernement plus à droite encore que Trump succédera à celui de Joe Biden et incitera à la guerre civile aux États-Unis. Un petit peu comme DMZ de Brian Wood, il y a vraiment des proximités à tirer entre les deux titres. En l'occurrence, suite à une guerre assez violente justement, 6 États du sud des États-Unis a priori font sécession. Le gouvernement américain envoie l'armée et quelques survivalistes, donc une bande de survivalistes menée par Chuck, vont essayer simplement d'arpenter les villes pour trouver des ressources, et vont se faire piéger à l'intérieur d'un tank qui leur sert de véhicule.
Donc c'est un huis clos qui va un petit peu raconter les profils des protagonistes. C'est vraiment du coup, même si on n'est pas dans du Doggy Bags classique, il y a quand même ce côté un peu anthologique avec différents personnages qui ont différents parcours au sein d'une histoire plus globale qui, comme d'habitude, est très documentée, très ancrée dans une réalité. En l'occurrence, encore une fois, les survivalistes. Enfin, c'est facile d'imaginer, grosso modo, que Mud a peut-être traîné sur le YouTube survivaliste, on va dire, qui est un vrai truc, avec plein de vidéos qui vous expliquent l'effondrement, qui vous expliquent comment se préparer, comment créer un bunker, quel flingue choisir pour protéger votre maison et tout. Ça parle du fait que les survivalistes sont aussi associés à des mouvements d'extrême droite, avec des croyances parfois néo-ariennes, etc. Ça parle un petit peu de comment on se prépare, de comment on s'organise. Et à plein de niveaux, ça parle aussi de politique sociale, du rôle des LGBT aux États-Unis, des persécutions qu'ont subies justement des populations comme les femmes ou les LGBT sous la présidence de Trump, mais en rajoutant une couche. Et aussi un petit côté The Division de Ubisoft, si vous avez joué à ce jeu qui était la fameuse grosse arnaque visuelle d'un E3 2012-2013 par là, où c'est pareil, ça raconte un petit peu comment un effondrement rend une grande ville inhabitable et devient la proie de différentes factions armées qui se tirent dessus pour le contrôle du territoire. Donc c'est un truc qui est déjà assez évident en termes de genre. On a déjà vu plein d'œuvres qui parlent de ça, qui traitent de ça. Sauf qu'il y a ce côté effectivement très humain, très horreur, très, très psychologique, très étouffant, qui donne vraiment du corps au bouquin. C'est super agréable à lire, j'ai trouvé. C'est vraiment dans le style, graphiquement, donc je ne connaissais pas cet artiste. Et c'est vraiment dans le style de, comme d'hab, l'héritage de Run. C'était déjà le cas pour Trenchfoot, mais Trenchfoot était déjà peut-être un peu plus coloré. Là, c'est quand même assez gris, c'est assez pessimiste, c'est assez sombre. Tu me dis si tu veux intervenir, d'ailleurs, Arnaud. Continue. Il y a des tricheries aussi qui sont assez rigolotes par rapport à la dimension même du tank, où tu sais, vu de l'extérieur, c'est un tout petit véhicule. En fait, à l'intérieur, on dirait que c'est vraiment une grotte ou un palais, une cavité énorme et tout. Donc on suit différents personnages qui ont des profils assez variés. Donc il y a évidemment un petit peu comme dans tous les films d'horreur, il y a la tête à claque, donc qui va être le gros jock de service qui lui est vraiment simplement un beauf insupportable. Il va y avoir la jeune femme qui justement a peut-être plus d'idéaux parce qu'elle vient, elle, d'un mouvement de gauche contestataire qui a été récupéré par les survivalistes parce que voilà. On comprend aussi quand même assez vite qui est Chuck, parce qu'au départ il est présenté quand même comme une sorte de sauveur, une sorte de théoricien de l'apocalypse, un petit peu comme dans Far Cry. Il y a beaucoup de références aux jeux vidéo dans ce que je dis là aujourd'hui, mais comme dans Far Cry le dernier là avec les Américains justement, où c'était l'espèce de Jésus, voilà, l'espèce de Jésus avec ses Ray-Ban et tout, là c'est un petit peu ce côté-là, mais matiné avec des trucs vraiment que tu peux imaginer dans la vraie vie, avec une façon de théoriser comme le YouTube de la fachosphère ou de l'extrême droite, avec des termes très simples, la révolution, la contestation, le droit individuel, la pensée libertarienne contre justement un État qui effectivement se délite et du coup donne raison à ces mouvements-là. Donc c'est super politique, c'est super recherché, c'est super intelligent, mais à la fois c'est pas du tout une BD de comme on pourrait dire grossièrement de SJW, c'est vraiment un truc qui justement emprunte à des codes d'œuvres assez vénères, assez musclées, des films de zombies, aux films justement carcéraux, aux films de fin du monde à la Mad Max, un petit peu plus série B et tout. Donc en vrai c'est un compromis assez intéressant en termes de style et de ton, comme si c'était une œuvre, si tu veux, intelligemment faite pour les gens de gauche, avec des codes entre guillemets d'action justement très pro-flingue, très politique, c'est paranoïaque, complotiste et compagnie. Donc j'avoue que j'ai été assez séduit, je me suis bien embarqué dedans, je l'ai lu d'une traite et je l'ai dévoré. Et ça nous rappelle malheureusement que le format one shot de Doggy Bags est quand même une super usine à talent. Il y a plein de mecs qui sont sortis de là et qui sont aujourd'hui des artistes qui comptent. Il y a plein de Doggy Bags en général, c'est vraiment la vitrine de 619 pour toutes leurs obsessions aux uns et aux autres. C'est des gros fans de série B, c'est des gros fans de jeux vidéo, c'est des gros fans de comics, c'est des gros fans de manga aussi. Donc voilà, on voit un petit peu cette espèce de chassé-croisé entre différents styles, différentes influences. J'avoue, à la limite, j'aurais peut-être des reproches à faire par rapport à la fin, vraiment aux toutes dernières pages en vidéo, tu sais, avec Pulp, qui, je trouve, sont peut-être exagérément pessimistes d'un truc qui était déjà assez noir, alors que la dernière page, justement, quand il se passe ce qui se passe à la fin, ou le tank, et voilà, m'a marché mieux pour moi en termes de césure nette, que là, pour le coup, les dernières pages me paraissent plus en mode, tu vois, brut. Elle rajoute, en fait, si tu veux, une surcouche de noirceur pour un récit qui, dans son ensemble, est déjà quand même très sombre. Ah oui. Et très pessimiste. Et effectivement, ça vient presque te rajouter, c'est ça, une dose de mais tu croyais que ça pouvait un peu se finir dans le calme, mais non, on va quand même bien te faire comprendre que tout ce que tu as lu, c'était quand même très horrible. Et c'est encore plus, ça rajoute encore une certaine couche d'horreur dessus.
Et t'as une sorte, alors là pour le coup c'est vraiment un propos ultra désespéré, c'est un peu comme Walking Dead, tu vois, c'est ce côté, ça parle plus de l'humanité en fait vraiment que d'une sorte de monde post-apocalyptique qui au demeurant a pas un grand intérêt. Ouais, mais enfin j'entends ce que tu veux dire et en même temps c'est quand même tellement ancré parce que après donc Oui, bien sûr, ouais. ça sort en mai là, en avril, c'est sorti en mai ou en avril de 2021. C'est, je veux dire, le contexte, imagine quand pandémie. même, voilà, Ouais. rappelle celui de la pandémie. Il y a énormément de choses, en fait, qui ont peut-être été écrites au tout dernier instant, ou peut-être que même c'est un album qui a été complètement motivé par la crise et le confinement de l'année dernière. Donc c'est vraiment très très actuel dans ce que ça évoque et tu as du mal quand même à te concentrer simplement juste sur le côté de ces personnages et à pas en fait juste voir quand même une sorte de portrait d'une Amérique telle qu'elle pourrait réellement basculer parce que de toute façon en fait avec Mud de toute façon c'est clairement, enfin moi il me fascine vraiment par cette obsession qu'il a vraiment de l'Amérique déliquescente en fait. C'est vraiment, c'était déjà ça, c'était lui qui écrivait Trench Foot il y a quelques mois et qui explorait déjà une partie de cette Amérique cassée, white trash, complètement mise de côté, qui limite est à l'aise dans sa merde. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et là quelque part c'est aussi une autre façon d'explorer tout un travers d'une société qui déjà en fait est à replonger dans une guerre civile. Et le truc c'est que même au sein des résistants tu t'aperçois qu'au final ce ne sont même pas eux des gens qui sont faits pour s'entendre et pour s'allier même dans ce genre de situation survivaliste bien en fait, tu vois. Oui. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est, tu te souviens, je sais pas, au début quand t'as cette première séquence qui est avec un groupe qu'on pense être le groupe de héros et en fait pas vraiment, ils traversent une sorte d'église musée, tu sais, où il y a des présentations de la Genèse avec Adam et Ève, qui après font des parallèles avec Hitler aussi, qui t'expliquent que l'être humain est coupable en fait depuis le début parce qu'il a cet instinct belliqueux et tout. Et entre ça, mélangé avec ce propos qui, moi je pense que c'est moins une réaction à la pandémie que vraiment à l'attentat du Capitole. Où vraiment, tu sais, en début d'année, tout le monde est, tout l'Occident. Mais après, là, européen, c'est juste qu'en termes de timing, je suis pas sûr que. Il le mentionne au début du bouquin. C'est mentionné dans la première page de garde. Ouais, mais que ça a été rajouté après parce que ces premières pages, enfin, et même l'intro, si tu veux, tu peux réécrire vu qu'en fait, t'as quand même une intro, on va dire, c'est plus un journal télévisé ou d'une vidéo YouTube, quoi, grosso modo, qui est dessinée. Tu peux modifier le texte aux dernières minutes. Évidemment, pour rajouter des éléments. Mais c'est pour ça que je serais assez intéressé pour en parler avec Mud, puisque moi, enfin, si tu veux, je vois vraiment bien ce qu'il veut dire par rapport justement à l'envie d'en découdre de l'humain. Il y a des parallèles qui sont tirés avec justement le nazisme, l'occupation allemande et compagnie. Et par rapport à la prise du Capitole, on s'est quand même tous justement posé la question de, mais en fait, est-ce que justement dans le confort de nos démocraties, on ne pourrait pas en fait arriver un jour à cette situation-là? On sait que Trump, par exemple, est toujours éligible, il pourrait revenir en 2027 et enfin 2026. Non, 2025, excuse-moi, j'ai oublié que c'était 4 ans. Ou 2024 d'ailleurs, enfin bref, 2024, il pourra revenir après Biden. Et concrètement, les problèmes qu'il a engendrés sont encore là, et c'est vrai que les survivalistes, par exemple, c'est vraiment un truc auquel il croit, dur comme fer. Là où, par exemple, DMZ parlait plus de la dislocation de l'Amérique par rapport à son histoire de la guerre civile, l'opposition nord et sud et compagnie, là, vraiment, j'ai l'impression qu'à travers ces différents profils, et la façon dont Pulp, particulièrement, le personnage donc de la jeune fille qui est dans le tank avec eux, est traité, il y a vraiment une sorte de côté... le propos c'est très universel sur en fait l'humanité et son besoin de détruire, son besoin de tuer, son besoin de survivre, et le fait que quelque part on n'est peut-être pas une espèce qui est amenée à durer, tu vois. Enfin, j'ai un peu loin, mais je sens quelque part qu'il y a vraiment un truc qui est empli de désespoir et de colère vis-à-vis du présent politique, ou d'inquiétude. Tu as un côté un peu lanceur d'alerte dans le truc. Et c'est pas tant lanceur, c'est pas tant lanceur d'alerte plutôt que prêcheur d'apocalypse en fait, parce que quand tu alertes, c'est pour essayer de prévenir quelque chose, et là c'est plutôt dans le genre limite on y est, c'est vers quoi on va tendre, et en fait on est foutu. Après je veux pas me mettre à la place de l'auteur et visualiser dans quelle mesure il est juste soit pessimiste soit très pessimiste, mais c'est comme ça que je le vois. Moi je pense que c'est très, vu la fin, c'est très ouais, c'est quand même très pessimiste, faut voir après, mais c'est clairement le genre un peu de catharsis en fait, vraiment voilà, d'exorciser un petit peu tous les mauvais, tout le mauvais qu'en fait, toutes les mauvaises ondes qui se sont abattues sur tout le monde en fait par rapport à voilà ce que le monde a traversé pendant plus d'un an, et c'est toujours pas fini, hein, on verra bien les développements plus tard, mais il y a un petit peu cette forme d'exutoire, mais qui est pas non plus pour le lecteur salvateur, parce que justement en fait ça t'apesantit en fait. Oui, non, c'est-à-dire que t'en sors pas purgé. Ouais, c'est ça, ça t'en rajoute. Ça m'a donné envie de refaire un tour sur le web des survivalistes, parce que j'en ai quand même
beaucoup bouffé à une période. Et c'est vrai qu'il y a des trucs, ouais, tu te dis, ces gens-là ont le même nombre de chromosomes que moi, ont le même nombre de dents que moi, ont le même nombre de neurones que moi. Et ouais, c'est un peu inquiétant quand même. Non, vrai délire. Et puis ouais, Prosit, c'est vrai que son trait et c'est toujours pareil. C'est vrai que tu peux voir un petit peu les ressemblances avec Guy Alberti sur les formes des visages, un peu, tu vois, cet Les esprit yeux, un les petit regards. peu. Mais toujours avec des personnages qui sont ultra expressifs au final, tout où à il y a fait, ouais. une vraie, il y a des vraies émotions qui transparaissent dessus. T'as une vraie violence aussi. C'est très brutal quand même. Donc c'est comme toujours avec The Gibbons, de toute façon, pour public averti, c'est disapproved par le Comics Code Authority, clairement. Donc à ne pas mettre entre toutes les mains, Mais les si vôtres aussi, parce que c'est quand même de la bonne BD. mais voilà, si vous aimez la BD de genre, si vous aimez ce genre d'atmosphère vraiment poisseuse, c'est quand même une lecture que l'on vous recommande. Et en plus, ça bénéficie toujours de la politique tarifaire ultra agressive du 619, puisque c'est vendu à 14,90 €. Donc, pour voilà, cette belle bande dessinée, donc, que l'on vous recommande chaudement. Corentin, on va continuer du côté de Ankama, mais Allez. alors Ankama édition pure, donc on n'est pas dans le label 619 à proprement parler, puisqu'on va vous parler également d'une BD qui s'appelle Marqué. Oui. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer l'histoire de Marqué, C'est Corentin? là encore pas très optimiste. C'est l'histoire d'un frère et de sa sœur qui, Donc Pablo et Marta. Pablo et Marta, donc qui sont en Espagne, qui ont été élevés par, oui, Lisbonne, c'est en Espagne, c'est Portugal. Portugal plutôt. Portugal, Ouais. oui, pardon, excusez-moi. Voilà. Grosso modo, ils ont été élevés par une mère qui était une toxicomane, qui avait un petit ami violent et qui a tatoué de force le dos du pauvre Pablo quand il était petit. Ensuite, ils se sont séparés de cette mère, ils ont grandi un peu élevés Seul. par leur grand-père, et après tout seul, effectivement. Et là, on les voit un petit peu comment ils sont marqués, comment ils ont été marqués par cette enfance-là, avec cette envie de faire cohésion tous les deux, d'indépendance financière, déjà parce que Pablo a de la drogue et travaille dans une supérette avec une collègue qui a envie de le pécho. Tandis que la frangine, elle en a un peu marre des gens, donc elle va travailler dans une morgue. Morgue, elle est Voilà, thanatopraticienne. un établissement mortuaire, effectivement. Et donc, Pablo, qui en a pareil un peu marre de dealer parce qu'il sent que c'est un peu dangereux, que c'est pas forcément là où est sa passion, parce qu'il adore se bagarrer. Il fait de la MMA, il fait du free fight. De la boxe, en fait. Avec les pieds. Du kickboxing, peut-être alors. Il y a différents types de boxe et il y a une boxe que tu peux pratiquer avec les genoux et La les boxe pieds. française, ça s'appelle ça d'ailleurs. On Bah dit la ouais. savate même. Mhm. Mais au Portugal? Non, c'est du kickboxing. Bon, on s'en fout. Bref, grosso modo, il bagarre. Et donc, il va bagarrer dans des fight clubs clandestins où il risque quand même de se faire pougnasse assez violemment. Et il le fait pour l'argent. Donc, on suit un petit peu son évolution à lui. C'est plutôt lui le héros de la BD. Sa relation avec les différents personnages, le traumatisme qu'il a gardé de ce tatouage qu'il a dans le dos, d'où le titre Marqué. Et voilà. Donc, c'est une sorte de croisement un peu entre du Yang GTO, on va dire, ou du Rakai Blues en version vraiment très dramatique, film d'auteur, etc. Croisé avec pareil un petit côté Mutafoukaz, plutôt 619 en général pour le trait, qui est quand même très expressif, très dynamique, Ouais. qui est assez énervé, qui fait de la bonne bagarre, et qui est dans une proportion mi-cartoony, mi-assez ombrageuse. C'est-à-dire qu'il y a des moments qui sont vraiment très expressifs pour l'humour, mais c'est généralement des teintes assez sombres, assez pessimistes. C'est pas une BD où tu rigoles beaucoup. Beaucoup d'ancrage. Enfin, le mec utilise beaucoup les noirs à la fois dans ses personnages que dans ses décors pour souligner, en fait, même pour juste marquer, si tu veux, le relief de ses personnages sur un décor très noir. Enfin, c'est assez intéressant, en fait, de voir la prépondérance Ouais, bien sûr, ouais. de cet ancrage là-dedans. Et c'est vrai que moi, ça m'évoquait. Et j'en ai fait un petit papier sur 9art.fr, sur lequel j'avais pu rédiger depuis quelques temps. Mais je sais pas, tu l'as vu, Amores Perros, Amour Chienne de Inarritu, je crois que c'est. C'est un de ses premiers, je sais plus si c'est Inarritu ou pas, mais un de ses premiers films en fait où c'est vraiment ce même genre de polar urbain très sombre, avec des personnes qui survivent en fait, qui tentent de s'en sortir et où tout va de mal en pis. Alors dans Amores Perros, c'était avec des combats de chiens et pas avec des combats de free fight, mais en vrai pour moi il y a vraiment presque une forme de décalque un petit peu de cette ambiance de vraiment cette façon de faire qui est hyper prenante. Alors quand même, tu vois, je trouvais que ça restait relativement optimiste au final parce que je suis assez fan en fait, si tu veux,
de ce genre de film, de polar, où vraiment, tu sais, enfin, moi j'aime bien que les auteurs fassent des trucs qui se finissent mal et qui se finissent vraiment jusqu'au bout, vraiment très très mal. J'ai aucun espoir pour la vie. Ouais, non, mais c'est ça. Et donc c'est bien ça, Amor Esperos de Inarritu. C'était sorti en 2000. De Inarritu que j'ai pas vu. Ouais, très bon film, hein, pour le coup. Très brutal aussi. Mais ouais, enfin, j'étais presque, parce que je m'attendais à ce que ça soit de plus en plus pesant et que que t'ailles pas bien à force, parce que ouais, effectivement, il se passe plein de choses qui sont pas rigolotes. Et le marquage, il y avait certes le marquage du tatouage, enfin le marquage des violences physiques, mais t'as aussi une forme de violence psychologique, de charge mentale en fait, qui est hyper lourd en fait, qui est vraiment 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 très 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 lourde. Et pourtant, on en arrive quand même au final à ressortir de cette BD. Enfin, tu t'es pris t'as été un peu secoué, mais t'es pas comme avec Dirty Old Glory, tu vois, où on t'en remet une couche et en disant vas-y, t'es déjà 6 pieds sous terre, attends, je te creuse un sous-sol supplémentaire. Est-ce que c'est pas un peu décevant ça du coup? Bah ça, c'est vrai. Alors moi, je trouve que la fin est pas forcément cohérente avec justement la tonalité générale de la BD. C'est un peu décontenancé. Au début, effectivement, c'était peut-être un sentiment de déception que j'avais. Au final, je me suis juste dit, ah, mais c'est intéressant. En fait, il est juste pas allé là où je l'attendais vraiment par rapport à mon expérience de ce type de récit. Au final, je trouvais ça pas inintéressant. D'accord. Voilà. Moi, je comprends ce que tu dis. Bah, c'est très cool. Non, après, moi, si tu veux, j'ai bien aimé. Enfin, je suis un peu surpris, grosso modo. Pour moi, c'est un tome 1. C'est-à-dire que c'est pas logique que la BD se termine comme ça ou aussi vite, parce qu'il y a quand même un truc assez intéressant. Enfin, il construit quand même une sorte de côté un peu soap, ou plutôt même une sorte de relationnel entre différents personnages. On voit le meilleur pote de Pablo. Ouais, ce tocard là. Voilà, qui est un peu pense qu'à niquer sa sœur. Voilà, c'est un peu son Arnaud Kikou à lui. Mais quoi? C'est un mec qui a beaucoup fumé des bédos, qui parle que de cul tout le temps. Voilà, c'est le relou de service, quoi, vraiment. Ouais, d'accord. Ouais. Et qui a des tatouages en plus bizarres aussi. Bah, je me reconnais complètement là-dedans. Bah, je sais bien. Puis pareil, Pablo. Je te parle souvent de ta sœur, quoi. Bah, évidemment. Non, c'était plutôt l'inverse à une époque d'ailleurs. Oui. Ouais. Bah, donc reste tranquille. Avec raison, je veux dire. Non, mais voilà, on a été jeunes et fous. Mais non, tu vois, par rapport au côté de la bagarre, par exemple, moi je m'attendais vraiment, si tu veux, à ce que à la fin du bouquin, sa décision ne soit plus de faire ça en underground, grosso modo, mais de passer pro ou un truc dans le style, tu vois. Mais en définitive, faut pas spoiler. Hein. En définitive, si tu veux, je trouve qu'il y a une sorte d'imbrication un peu trop chargée pour un tome en fait qui est autoconclusif, puisque t'as la famille, t'as la sœur, t'as le héros lui-même qui a quand même ses galères avec les mecs avec qui il deal et les mecs avec qui il boxe. Le pote qui lui-même pareil est assez présent, mais il vit pas une aventure à lui. Et toute cette espèce de truc avec la caissière aussi qui est assez rigolo. Enfin, il y a vraiment des plans emboutis qui sont assez marrants quand même. Mais tu vois, il y a des trucs comme ça, si tu veux, je me suis dit, ouais, c'est un bon début de quelque chose. Et en fait, ça me frustre parce que je sais que c'est aussi la fin de quelque chose. Ouais, parce que c'est un one-shot hein, pour le coup. Voilà, en tout cas, ça a été présenté comme ça chez Ankama Édition. Ce qui fait que autant le dessin m'a vraiment parlé, après le scénario, je trouve qu'il y a quand même des failles. Alors, je sais pas si c'est un premier travail ou si c'est... Non, ils avaient déjà fait c'est pas un premier travail les deux, donc c'est Damian et Javier, et ensemble, ils avaient déjà fait, je crois que ça s'appelle... The Thrill Killers, un truc comme ça, qui était également chez Ankama et qui avait vraiment une empreinte très très pareil, très pop culture, très série de genre en fait aussi. C'est vraiment, donc après c'est dans ce même registre pardon qu'il reste. Moi je pense que j'aurais bien aimé justement voir ça développer sur un plus long terme. Enfin à mon avis les personnages ont assez de corps pour tu vois, c'est intéressant, par exemple, Pablo, qui a ce côté pas intéressé tout le temps, tu sais, qui répond toujours ça à tout le monde. Tu veux fumer un bédo, je suis pas intéressé. Ouais, elle est pas mal. Voilà, tu veux faire du free fight en pro, je suis pas intéressé. Tu veux serrer une meuf, je suis pas intéressé, etc., etc. Et en définitive, quelque part, la morale de l'histoire, je trouve, parce que la fin vraiment me paraît trop abrupte. Après, du coup, peut-être lisez-le et faites-vous votre avis, parce que ça reste quand même agréable à lire. Il y a quand même des belles scènes. Graphiquement, c'est assez iconoclaste, c'est intéressant parce que c'est vraiment une sorte de croisement entre du franco-belge, de l'européen plus classique avec justement des trucs qui font plus 619, avec beaucoup de dynamisme, des aplats de couleurs assez légers, beaucoup de gris, beaucoup de couleurs d'atmosphère, on va dire, plutôt que des couleurs justement de personnages, de héros, etc. T'as quand même ce côté genre qui est un peu gratos par moment, qui aime bien t'envoyer dans la gueule à la fois des vannes de cul et de la bonne patate. Du coup, ouais, non, moi je trouve ça intéressant, c'est juste que je te dis, je suis un petit peu resté sur ma faim. D'accord. Voilà, je te le dis comme je le pense. Eh ben c'est très bien. Et donc c'est disponible aussi dans toutes les bonnes librairies et pour le tarif de 16,90 €. Corentin, oui, on arrive à un de tes chouchous. Ah bon? Oui, ça s'appelle Pulp. Ah, tu l'as lu? Oui.
Non, vraiment? Oui, je l'ai. C'est Bah, vrai? mais Tu bien l'as sûr lu? que je l'ai Tu as lu. lu Pulp? Tu as Bah, lu du Ed Brubaker? c'est très court à lire, c'est que 72 pages. Alors, du coup, 3,5 sur 5. 3,5 sur 5, C'est vrai? effectivement. Bah Putain, oui. le gros nœud. Bah oui. Bah vas-y, bah c'est intéressant d'avoir ton point de vue sur le. Bah alors donc c'est une BD pas terrible d'un duo qui s'appelle Ed Brubaker là et Sean Phillips. Brubaker. Non, Brubaker. Non, Brubaker. Je vais prendre ton Judge Dredd là. Je vais te l'envoyer dans la gueule. Par contre, ce qui est bien, c'est que ça vaut que 12 balles, donc pour une BD aussi moyenne, ben c'est plutôt raisonnable quoi. Non mais sois sérieux, je fais chier. Ah, Sois sérieux. Mais je sais que tu aimes bien quand je te titille un petit peu comme ça. J'adore. Là, je suis super content. Là, par Oui. exemple. Tu vois. Donc Pulp. Donc ça Ed Brubaker, Sean parle Phillips. de quoi? Qui en fait depuis maintenant pas mal de temps et d'ailleurs depuis en fait mes héros ont toujours été des junkies se sont dit que c'était quand même vachement plus rentable pour eux alors peut-être artistiquement mais aussi commercialement ou par rapport à des impératifs de temps de se passer un petit peu plus du modèle des single issues pour proposer des récits directement en graphic novels, donc en album tout simplement, comme tout le monde le fait en franco-belge dans le système traditionnel. Et donc Pulp en fait, ça nous emmène à la rencontre donc de Max Winters, qui est un écrivain justement des romans Pulp, donc vraiment des récits de genre aussi toujours, alors que ce soit policier, western, en l'occurrence là c'est plus du Pulp western voilà, pour le coup. Et en fait des récits qui sont à quasiment autobiographiques puisque en fait Max a été un braqueur de banque auparavant et en fait il est quand même sur le déclin, proche de la retraite ou plutôt en fait de moins en moins employé puisque il y a une crise déjà un petit peu du recrutement ou dans l'édition on va dire et donc c'est par là en fait Brubaker peut discuter en fait simplement de la place des auteurs dans le milieu de ça, dans ce milieu de l'édition, et en même temps il va être contacté par quelqu'un qui lui propose en fait une mission justement par rapport en fait à un type qui serait justement parce qu'on est dans les années 30 donc un mec qui serait un nazi en fait qui voilà parce qu'il y a c'est les années 30 donc les nazis sont bien présents aux États-Unis sont l'amitié en train du Bundes entre les États-Unis, le parti nazi américain et le parti nazi européen. Et donc voilà, donc il lui propose une mission pour aller en fait s'occuper d'un type comme ça et pour pouvoir grosso modo le faire arrêter. Et connaissant forcément Brubaker et Sean Phillips, qui sont donc les maîtres du polar, grosso modo, on va pas vous la refaire, Criminal, Fatal, Kill or Be Killed, tout ça, va aller forcément de mal en pis. Donc on ne dira pas jusqu'où, puisque le but c'est ne pas de spoiler la chose, mais bien de parler de l'œuvre. Et effectivement, par contre, j'ai un vrai truc, c'est que j'ai aimé, parce que je kiffe Brubaker et Phillips, parce que j'en ai quand même lu, j'ai pas encore tout lu comme toi, et je sais qu'il faut que je lise Criminal. J'ai pas tout lu. Mais bon, après, c'est quand même, c'est un peu le running gag d'habitude, c'est que toi t'as tout lu et moi il m'en manque plein, quoi. J'ai pas lu Sleeper par exemple. Ouais, moi non plus du coup. Voilà. Je sais même pas ce que c'est. Et non, mais enfin, j'ai trouvé que c'était vachement bien que le décalque vraiment avec les scènes de flashback qui du coup sur lesquelles en fait Sean Phillips essaie un peu de reprendre le style de BD des pulps de l'époque. La colo de Jacob sur ces flashbacks, incroyable quoi. Ah voilà, donc avec une très bonne idée de mise en scène, ça a vraiment une sorte d'ancrage dans le présent par rapport cette montée du nazisme aux États-Unis, enfin cette espèce un petit peu de mal rampant dans la société qui forcément fait écho à ce qui se passe aujourd'hui en 2021 par rapport à la montée des extrêmes dans toutes les sociétés occidentales. T'as ce côté, cette évocation de l'édition, du rapport de l'auteur, enfin voilà, des maisons d'édition aux auteurs avec la façon dont ils sont surexploités et sous-payés. Donc il y a vraiment plein de choses. Et à qui on arrache les droits de leur création. On arrache les droits de leur création, voilà. Et donc il y a vraiment plein de choses qui se mêlent, mais c'est trop court. Enfin vraiment, moi justement ce que j'ai lu c'est des Kill or Be Killed, ce genre de polar de quand même plutôt long cours. Il y avait quand même un sentiment de frustration et je t'avoue que en reposant le bouquin, je suis quand même retourné faire un tour sur le papier que tu avais couché dessus pour me remettre pourquoi tu avais si kiffé et bien me remettre parce que c'était des éléments que j'avais vus mais que j'avais pas non plus trouvé complètement dingue en fait à la lecture en me disant ouais je vois ce qu'il veut raconter, je vois ce qu'il veut dire. Mais c'est un peu si tu veux, c'est un peu ça a le défaut de ses qualités, c'est-à-dire que c'est assez concis.
mais tu dirais pas non à une pagination doublée en fait, parce que tu as envie d'être encore avec ce Max Winters, tu as envie de le voir un peu plus arpenter les rues de New York des années 30 dans une ambiance de polar, de récit noir, quoi. Clairement, tu veux plus de ces flashbacks, de ce western. Donc c'est vraiment entre les deux. Tu vois, t'es content de ce que t'as, mais personnellement, j'avais une petite frustration de pas en avoir autant. Mais par contre, je pense qu'en toute objectivité, enfin, aussi objectif qu'on puisse l'être quand on parle d'œuvre, ouais, c'est quand même très très solide. En fait, c'est que Brubaker et Phillips, même quand ils sont pas au meilleur de leur forme, ils te font un truc qui est déjà au-dessus de la production du reste en indé, quoi. Oui, Arnaud, je suis d'accord avec toi. Je sais comment te caresser un petit peu, tu vois. Non, mais je suis pas du tout d'accord. Mais tu dis qu'ils sont pas leurs meilleurs, et pour moi, je pense que c'est vraiment très différent. Il faut pas comparer avec Killer Be Killed, il faut plutôt comparer avec justement mes héros ont toujours été des junkies. Tu sais très bien que celui-là aussi m'avait laissé un petit peu sur ma faim. Hein. Mais celui-là, c'est différent. Il a pas la même trajectoire, il a pas la même densité thématique. Moi, si tu veux, j'essaie de le voir comme une expérience. Si tu veux, c'est les mecs qui, justement, toute leur vie ont eu la place de faire leur série. Et Criminal, par exemple, on a un très bon exemple. Il y a eu quand même 4 séries Criminal, où à chaque fois, c'est eux qui décidaient de la longueur et de ce qu'ils mettaient dedans, etc. Donc, il y a différents arcs qui font différentes longueurs. Et là, il s'essaye au roman graphique, comme tu dis, à l'européenne, puisque finalement, c'est quand même une durée qui est assez comparable avec un album de BD franco-belge à la Black Sad ou quelque chose comme ça. Donc, quand même, tout ce qui est mis, enfin, tout le paquet d'idées qui sont mises là-dedans, je les trouve déjà toutes bien traitées. Enfin, il y a vraiment rien à acheter. La note de 4,5 que j'avais mis effectivement dans ma critique que j'avais écrite pour comicslog.fr en VO et qu'on a republié pour la VF, n'est pas juste pour dire c'est parfait, c'est un immanquable, allez lire ça, il le faut. C'est plus pour dire qu'il n'y a pas de défaut, en fait. Et moi, c'est vraiment plus ça qui me fascine maintenant dans l'écriture de Brubaker, parce que déjà, je comprends très bien ce qu'il veut me dire, en fait. J'ai fait LV2 Brubaker, tout ce qu'il me dit, me parle, je peux l'interpréter, comprendre pourquoi il le dit, dans quelle place il le fait, etc. Par exemple, mes héros ont toujours été des junkies, ça parle de sa vraie vie à lui. Quand il était jeune, c'était un toxico, et il a failli aller en tôle et tout. Là, quelque part, ce rôle qui se donne aussi, il y a toujours une part de Brubaker dans l'histoire de Brubaker. Tu vois, Reckless, par exemple, c'est pareil. Dans Reckless, le père de Reckless vient de mourir dans le tome 2, tu vois, comme la mort du père de Brubaker, qui l'a beaucoup affecté, dont il parle dans beaucoup de bouquins, sous des formes plus ou moins allégoriques. Là, en l'occurrence, dans Pulp, c'est lui dont il parle. C'est lui, ce vieil auteur de comics, qui est fasciné, et encore une fois, tout le temps fasciné par les porte-flingues, par l'idéal du héros américain en imperméable, qui est jamais très souriant, qui est toujours un peu perdu, qui est toujours un peu solitaire, qui est toujours un peu à la marge de la société. Mais en plus, il rajoute ce critère biographique d'être un auteur qui parle justement de bande dessinée, qui parle de l'origine même des comics, puisque le pulp, c'est l'origine même des comics, et qui, en quelques bulles de dialogue, te place Robert E. Howard, te place Conan, te place Lovecraft, te place en fait le fait que, si tu veux, il y a une sorte de mal originel dans l'édition américaine, qui est que depuis le début, les majors ont toujours escroqué les auteurs, que ça a été pareil pour Siegel et Schuster, que ça a été pareil pour Bill Finger, que ça a été pareil pour après les auteurs comme lui, qui quelque part, on sait qu'il a très mal vécu l'adaptation du Winter Soldier, qui lui a rapporté 0 thune, qu'il a plus gagné d'argent en tant que figurant sur le film Winter Soldier que en tant que créateur du personnage. Donc tout ça, si tu veux, tu l'interprètes comme vraiment une sorte de coup de gueule. Et comment dire, je trouve ça pas forcément risqué, mais super intéressant qu'un mec comme lui se pose la question, encore une fois en revenant aux origines, parce qu'on peut dire quand même beaucoup de choses. Il y a évidemment beaucoup d'idées américaines qui se sont cimentées après la Seconde Guerre mondiale, puisque c'est là que les États-Unis sont devenus la première puissance mondiale, qu'elles ont prêté de l'argent, qu'elles ont imposé cette espèce de combat idéologique avec l'URSS. Enfin, après ça, justement. Et dans les années 30, l'Amérique était encore obsédée par ses cow-boys, était encore obsédée par cette espèce d'idéal du héros valeureux que lui essaye d'incarner avec Max. Alors que justement, il y avait des nazis déjà, tu vois. Et en fait, en parlant de ça, je trouve qu'il revient vraiment à l'origine de la division entre l'extrême droite et le reste de la population américaine, avec ce côté, justement, on est une nation qui se prend pour une nation de héros, qui se prend pour une nation de cow-boys solitaires, qui croit que nos personnages vedettes sont John Wayne et Clint Eastwood, alors qu'en fait, depuis le début, c'est nous le Red Skull aussi, tu vois. Et tout ça, en fait, mis bout à bout avec ce côté impitoyable du vieux cow-boy, avec cette espèce de message sur l'Amérique en transition, avec cette envie de tout mettre dans un seul roman graphique qui, justement, parle aussi de leur situation à eux. C'est des mecs qui se sont affranchis des majors et qui restent quand même des auteurs, je pense qu'on peut dire qu'ils sont de gauche. En tout cas, il y a quand même un message assez pro-inclusif dans la bibliographie de Brubaker, qui aime pas les élites, qui aime pas les puissants, qui aime pas les milliardaires corrompus.
et qui là pour le coup le dit vraiment beaucoup plus clairement. Je pense qu'il a jamais été aussi clair, à part peut-être dans Kill or Be Killed par rapport au 1%. Il a jamais été aussi clair par rapport à son positionnement politique en disant l'extrême droite, Donald Trump, sont les ennemis des États-Unis. Et si j'étais pas un auteur, il est possible que moi je prendrais un fusil et que j'irais tirer dans la gueule d'un mec dans un bar, parce que c'est grosso modo ma vision du héros américain, c'est ma vision du rôle de l'auteur. Ouais. Et tu vois, dans toute cette perspective-là, alliée au graphisme de Phillips, alors évidemment, dans le bouquin, dans la première critique que j'avais écrite, je ne parlais pas du format qui effectivement est très frustrant, parce que je pense que c'est un album qui justement a la longueur d'un franco-belge, mais qui n'a pas la dimension A4 avec plus de place pour apprécier les planches, qui fait que c'est effectivement assez frustrant. Par contre, moi je le trouve fascinant dans justement cette capacité à systématiquement remettre en question leur positionnement par rapport au présent, par rapport à la société, par rapport à leur carrière commune. Et puis graphiquement, voilà, enfin genre les couleurs de Jacob Phillips, elles sont ouf. Non, mais bien sûr, il faut. Et voilà, franchement, je te dis, moi je le trouve, c'est comme quand Clint Eastwood a fait Impitoyable. Tu vois, quand Eastwood fait Impitoyable, il revient au western après avoir quitté le truc pendant assez longtemps et il se pose des questions, mais en fait tous les trucs que moi j'ai fait c'était un peu des mensonges. Il faut quand même qu'on se rappelle que c'est pas ça un vrai western, que c'est pas ça un vrai cowboy, que moi je jouais parfois aussi des rôles d'enfoiré, que la morale américaine qu'on a essayé de vendre au public était pas du tout aussi claire que ça. Il n'y a pas de man with no name pour régler les conflits que le peuple aurait pu régler tout seul. Et finalement, du coup, c'est une sorte d'œuvre testamentaire. Et là, je trouve qu'il y a aussi un petit peu de ça dans Pulp. Ça pourrait être le dernier bouquin qu'ils auraient fait ensemble, tu vois. Ça aurait pu être ce côté. Moi, toute ma vie, j'ai été cet auteur qui voulait s'émanciper. Ce mec qui a toujours cru à des trucs de gauche dans un monde qui, comme tu dis, se fragmente de plus en plus par rapport à ça. Et ce mec qui écrit des héros solitaires avec un flingue dans un monde où on leur laisse de moins en moins, en fait, de pertinence. Parce que quand tu regardes, Brubaker fait quasiment que des histoires du passé. The Fade Out, c'est le passé. Reckless, c'est les années 80. La plupart de ces personnages-là sont ancrés... On attend toujours la suite de The Fade Out. Oui, tout à fait. Qui devait se passer dans le milieu télévisuel. Tout à fait. Mais tu vois, il y a toujours un truc par rapport à ça. Je pense que c'est un mec qui comprend que l'Amérique lui ressemble plus. Donc il va la chercher là où elle a commencé le plus à lui ressembler, tu vois. Et du coup, moi, je comprends très bien ce qu'il fait. Après, je peux effectivement entendre ton point de vue. Mais je trouve quand même que c'est mieux que mes héros ont toujours été des junkies. Ah bah oui, ça, indubitablement. Voilà, qui était aussi une sorte de biographie, mais qui revenait plus sur sa jeunesse. Ouais, et puis le truc, c'est que même par rapport à ça, t'as une étendue, si tu veux, narrative qui est plus importante, en fait. Parce que mes héros, c'était quand même une histoire qui était sur vraiment une personne à un moment de sa vie, enfin, qui n'était pas aussi longue et qui retraçait pas, en fait, autant de thématiques qui permettent, si tu veux, d'évoquer d'autres destins, enfin, et d'autres histoires, parce que justement t'as l'histoire des auteurs, t'as l'histoire de l'Amérique, t'as l'histoire avec un grand H même qui se dessine en arrière-plan. La place de l'homme dans l'histoire aussi, c'est ça. Alors que mes héros, c'était très centré juste sur un personnage avec ce twist de en fait c'était un truc de criminel. Puis il y a aussi un truc genre, tu vois, les premiers héros comme The Shadow, donc les héros du pulp, du vrai, qui combattaient les nazis, qui étaient aussi des détectives en imperméable avec des flingues. Là, il y a vraiment des scènes qui ressemblent à ça quand il va justement chez le Bundes. T'as vraiment ce côté, est-ce que c'était pas un leurre aussi, ça? Est-ce qu'en créant des personnages qui combattaient les nazis, on s'est pas juste absous en fait dédouané du fait qu'il fallait vraiment s'occuper des nazis chez nous aussi. Et puis que c'était surtout pas que les nazis n'étaient pas le mal absolu comme on aimerait le croire, parce que les nazis effectivement politiquement sont le mal absolu, mais non, mais tu m'as pas compris. Ce que je veux dire, c'est que c'était pas des démons, c'était des humains en fait. Et les convictions qu'ils avaient sont encore vives aujourd'hui, elles ont juste évolué, elles ont pris d'autres tournures, d'autres formes qui sont plus acceptables, qui sont plus ingérables aujourd'hui. Mais c'est comme dans The Boys, tu sais, où comment ça s'appelle, Stormfront disait les gens aiment ce que je dis, ils n'aiment juste pas entendre le mot nazi. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu vois, et en fait, je trouve que vraiment, pour moi, c'est encore une fois, je vais comme pour Dirty Glory, parce que c'est effectivement trois œuvres qui comme deux œuvres qui ont des similitudes. Je pense qu'il y a vraiment un côté, les auteurs qui s'inquiètent de voir quand même que ce pays qui les fascine a ces espèces de parts sombres dont on parle trop peu ou qu'on prend trop en... C'est pas on n'en parle plus parce qu'elle est tellement passée dans on va dire dans le domaine public, tu vois, enfin dans l'acceptation publique qu'on ne la voit plus. Qu'elle est, tu sais, elle est... je sais plus comment on dit en français, mais c'est hidden in plain sight. Oui, elle est cachée en public. Ouais, c'est ça, cachée en pleine lumière, cachée en pleine lumière. Et bah ouais, parce que c'est juste que c'est visible, mais que plus personne ne s'en affole forcément avant peut-être qu'une bascule se produise. Et voilà, je sais plus où est-ce que je voulais conclure. Je sais pas, mais ça avait l'air bien. Mm-hmm. Et du coup, non mais voilà, après... je pense que est-ce que Delcourt a besoin de nous pour vendre je pense que les fans de Brubaker sont assez nombreux. La situation du comics indé ces derniers temps n'est pas non plus au beau fixe. Donc après de 12 balles, c'est moins cher que l'édition VO par exemple,
qui était Ouais. à 17,99 $. Ah oui, non, là par contre, pour le coup, alors c'est Là, ça, le truc, c'est effectivement, que cette édition VF a les défauts de ses qualités aussi, c'est-à-dire que pour le coup, elle est carrément plus accessible par rapport au contenu en page, par rapport à effectivement le hardcover VO. Par contre, c'est aussi à la taille du hardcover VO, pardon. Non, Vero, c'est un Sur réseau YouTube, social ouais, nul. c'est ça. Et ouais, putain, j'ai confondu avec Vevo. Oh là là, je suis fatigué. non, moi. Vero, c'est ça. Ouais, Vevo, c'est Zack Snyder qui Voilà. fait des trucs de Zack Snyder. C'est ça. Sur les... Et non, mais parce que c'est un format vraiment en fait, c'est un format de single issue vraiment, mais en termes de Moi, je le trouve vraiment petit. Ce format, il est petit. non, il est petit. il Quoi. m'agace, quoi. C'est... Ah ouais. Bah, t'as Sean Phillips, alors c'est pas n'importe qui, c'est un mec qui fait des affiches de films, c'est un mec qui fait des bourrets pour Criterion, tu vois. Enfin, c'est un mec qui, quand même, c'est un peintre, c'est un artiste reconnu, auréolé de je sais pas combien d'Eisner Awards. Faites-lui des putains de. Tu vois, et moi, il me faudrait le format de Magneto le Testament, tu vois, pour ça. Ah ouais, Là, oui, d'accord, bah, tu vois évidemment. très grand. Mais il y aura peut-être, tu sais, nous, on va encore vivre quelques années a priori, donc d'ici là, il y aura peut-être le temps de faire des intégrales très grand format. Mais pour tous les Brubaker, hein. Oui, mais En c'est ce que général, je dis. tu vois, c'est... Des absolutes Brubaker-Philips, ce serait un peu le feu quand même. Et du coup, lisez Criminal, ne faites pas comme Arnaud. N'attendez pas. Exactement. Lisez Criminal maintenant. Lisez Criminal, mais surtout lisez Pulp, du coup, qui vient donc de sortir et donc qui ne coûte que 12 €. Et on va continuer Corentin. Bon, allez. Et puis on va de nouveau sortir un petit peu de nos plates-bandes habituelles. On était un petit peu sur du Ankama avant. Et puis là, on va aller chez Fluide Glacial. Eh oui, complètement. Bah oui, mais quoi? Comment ça, Corentin? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas sur Fluide Glacial? Tu vas sur Fluide Glacial? Comment ça? Qu'est-ce que tu fais? C'est incroyable. Et oui, parce qu'on va vous parler d'une BD qui est sortie il y a pas longtemps non plus, donc chez cet éditeur qu'on associe absolument pas trop au registre du comics forcément, mais pour le moment qui fait mais qui fait quand même pas mal qui sort des bandes dessinées, alors prépublié dans Fluide Glacial puis ramené en album, mais qui explore la thématique du super-héros. C'est le cas par exemple avec Discount Hero, qui est vraiment une parodie complète de ce registre-là. Il y a aussi Les Super, qui est vraiment une forme de fresque rigolote sur la paternité, en mettant en scène voilà, c'est quoi être un père, un daron quand tu as des super pouvoirs. Et donc là par contre avec Big J, on est quand même dans un récit alors qui est découpé en petites scénettes, parce que j'imagine que ça colle, en fait c'est un format de publication qui colle pour pouvoir être prépublié dans le magazine Fluide Glacial, mais qui est une forme de récit. Alors donc c'est un mélange de dystopie post-apocalyptique, ultra parodique, ultra rentre dedans, très punk en fait dans l'esprit, avec un graphisme aussi assez particulier, donc qui est proposé par les Marcos Brothers, les Marco Brothers, donc c'est Jean-Louis Marco et Victor Marco. Qui vont grosso modo nous présenter donc ce personnage de Big G, un mec qui aime bien régler les problèmes à coups de tatane et qui se retrouve embarqué dans des situations complètement hallucinées dans une France complètement réinventée, où il y a eu grosso modo pareil une sorte de guerre, où en fait maintenant c'est les États, en fait c'est une France, les États-Unis de France. Voilà, c'est ça, c'est une France américanisée, très Trumpise aussi presque, où c'est voilà, où en fait à cause d'une guerre nucléaire maintenant en fait il y a le centre de Paris a été dévasté par une bombe et est rempli de flotte, et du coup en fait Paris est devenu Paris plage, mais gigantesque en fait, c'est la plus grande ville balnéaire de France. Les gens se baladent tous avec des sortes de masques sur le visage. Grosso modo, imaginez-vous que on est dans un monde où la France, en fait, maintenant serait peuplée des mutants du Dark Knight Returns, grosso modo. C'est vraiment dans cet esprit-là, donc ultra dystopique. Et c'est très drôle, en fait, parce que du coup, ils se retrouvent un peu à faire le missionner, plus ou moins agent secret pour le président de la France, qui s'appelle Marcel Marcelli, qui tu vois, il y a plein de trucs complètement absurdes, et puis il tombe sur un prisonnier qui s'avère en fait être son frère Cyclope, fan de rap, mais qui est capable de contrôler les gens par la pensée. Enfin voilà, donc ça va vraiment très très loin. Il y a une vibe, ouais, c'est ça, de peut-être même un peu, je dirais, de comics underground en fait, là-dedans. Oui, complètement, oui. Là-dedans quand même. Non, mais c'est toi l'expert sur le sujet, donc c'est pour ça, mais c'est pour ça qu'on a décidé d'en parler dans First Print, parce que en plus c'est des codes ça... de fiction très américaines, c'est la science-fiction parodique dystopique, avec, comme tu dis, ces espèces de lunettes à visière justement qui font comme les mutants de DKR, mais c'est un truc qui est très commun à la science-fiction en général, particulièrement rétrofuturiste. Là c'est une sorte il faudrait s'imaginer si Yves Balak avait croisé le scénariste de Far Cry Blood Dragon et qu'ils avaient été boire des coups avec le mec de JoJo's Bizarre Adventure, et que tout ça en fait avait été digéré et qu'il leur serait sorti une sorte de truc mi-muscle,
mi-crypto-gay, parce qu'il y a vraiment des trucs sur le sujet dans la BD, mi-parodie politique de la France, mélangée avec les idéaux qu'on imagine dans les films de science-fiction post-apocalyptique américains. Avec une touche d'idiocratie aussi, tiens. Avec une grosse touche d'idiocratie. Et avec aussi peut-être un peu de 2080, tu vois, il y a ce côté très épisodique, c'est des petites scénettes, comme tu dis, des petits épisodes où le héros va juste résoudre les situations à coup de poing. Et c'est généralement de la satire politique ou de la satire sociale ou juste de l'humour absurde. Pareil, tu vois, genre par rapport au nom. C'est vrai que ça, c'est assez rigolo. J'en parlais avec quelqu'un récemment. Enfin, je fais un petit détour, mais on parlait justement de Quentin Dupieux et on disait que c'était un peu le David Lynch français dans ce qu'il avait justement de très cryptique, de très allégorique, on va dire, mais aussi de très con. Parce que c'est vrai qu'en France, tu vois, c'est ce que m'avait dit Sarfati quand je les avais interviewé pour Last Man. Il m'avait dit, pour eux, en fait, l'esprit français, c'est aussi justement la débilité, mais qui est justement tellement assumée qu'elle en devient charmante, tu vois, un petit peu comme le doublage français d'Hokuto no Ken, tu vois. Et là, il y a vraiment un petit peu de ça dans cette BD-là. C'est de la science-fiction qui se prend pas au sérieux, qui va récupérer des codes un peu métal hurlant, un peu fluide glacial aussi, forcément. Un peu justement BD underground pour en faire un truc super digéré, super coloré, pop, bonbon, laser, turbo, etc. Avec une esthétique très années 80 et effectivement un dessin qui est quand même super agréable. C'est dynamique, c'est complètement barjot. Et voilà, c'est vraiment super agréable, grosso modo, quoi. C'est un tome 1, il me semble. Ouais, c'est ça. Parce que c'est Big G, Paris plage sous les bombes. Ouais, c'est présenté. Après, il n'y a pas de numéro, mais c'est clairement une histoire qui appelle à une suite, puisque tu peux le lire dans son ensemble, mais il y a quand même une indication que ça va se poursuivre, de mémoire à la fin de l'album. Ouais. Donc, ouais, tout à fait. Donc oui, c'est un premier tome, et c'est c'est vraiment une curiosité. En fait, c'est vraiment et en plus c'est cool de voir, parce que alors c'est vrai que Fluide Glacial, c'est pas forcément ce genre de publication auxquels on les associe généralement. C'est les albums fluides que je reçois, on est quand même toujours un peu sur de l'humour. Alors il y a souvent de l'humour débile et tout ça, mais c'est pas cet esprit-là, tu vois. Pour moi, l'esprit fluide, même récemment, ça reste toujours comment ça s'appelle, c'est des bidochons, tu vois. C'est ce genre de personnage-là, c'est ce genre de choses. Alors que là, clairement, ils sont dans une autre approche, ils essaient de faire quelque chose de différent. Et ouais, et puis c'est cool de les voir expérimenter là-dedans. Ils avaient déjà fait quand même. C'est vrai que avec les super-héros, ils ont quand même cet esprit parodique qui revient de temps en temps sur certains albums et qui est toujours cool à explorer. Là, on est dans une autre approche où je trouve que on essaie de dépasser le simple stade juste de la pure parodie. Et c'est un effort qui est à souligner. C'est une petite série absurde. Moi, je suis assez séduit par le graphisme plus que parce que le scénario est sympathique, mais c'est vrai que c'est quand même vachement. Il faut accrocher, hein. C'est vraiment, je pense, ça passe sous sa casse pour le coup. Mais il y a des BD qui ressemblent un petit peu à ça, chez les Requins Marteaux notamment, tu sais, il y a certains tomes des BDQ qui font un peu comme ça. Non pas que ce soit particulièrement sexuel, il y a quelques allusions, on va dire, mais c'est pas non plus, voilà. T'as quelques trucs vraiment aussi très, tu sais, genre VHS perdu des années 80, tu vois. Avec ce côté, les miséroïdes, ce côté un peu pareil, des transformations à la Akira et tout. C'est vrai que c'est une sorte de gros compost de plein d'idées vraiment absurdes, passées dans une sorte de grand broyeur et redigéré par un esprit vraiment turbo débile qui juste veut s'amuser avec des couleurs flashy et une France dystopique, mais dystopique à la Judge Dredd, tu vois, genre dystopique, on assume que c'est pas du tout réaliste et que c'est juste au con, mais c'est pour ça que c'est marrant, tu vois. Voilà. Et puis le héros, donc Big G, Big G, c'est pour Gérard, quoi. Donc c'est un héros qui s'appelle Gérard et le président de la France c'est Marcel Marcelli, je sais pas, moi à partir de ce moment-là ça me fait marrer. Tu te souviens dans la semaine aussi, t'avais le mafieux italien, je sais plus comment il s'appelait, et son nom ça s'appelait Jean-Michel, tous les deux. Oui. Tu sais, il disait arrêtez de pleurer, Jean-Michel. Mais ça marche vachement bien en animation, tu vois. Bien sûr. Et d'ailleurs, limite par Bobby Pills. Ouais, ou Ready on Deck, et c'est les gens qui ont fait la semaine, quoi, en fait. Ouais, clairement, ça serait très, très bien en décalque. De toute façon, graphiquement, ça fait vraiment dessin animé. Donc voilà, donc si vous avez apprécié la semaine, par exemple, et ce genre d'autres références qu'on a convoquées juste avant, eh bien, on vous encourage à donner votre chance à Big G, donc disponible. Ou Johnny Ryan ou Benjamin Marat, c'est un peu dans la même cour. Donc disponible chez Fluide Glacial pour la somme de 13,90 €. Corentin, justement, on parlait de dystopie, on parlait de 2080, on parlait de Judge Dredd. Donc, de quoi on va parler maintenant? Eh bien, on va parler de Judge Dredd. Non. Si. Ah allez. Voilà, alors, amis auditeurs, il faut savoir que non, toujours Arnaud pas. m'a fait un
Très Non. beau cadeau. Alors, je t'ai pas fait de cadeau. Là, vous voyez, je vais tourner les pages pour que vous les entendiez. Arnaud m'a offert Judge Dredd, les affaires classées, tome 6. Regardez-moi comme c'est beau. Oh là là. Oh, du Brian Bolland. Oh, du Steve Dillon, du Carlos Escura. C'est magnifique. Merci Arnaud pour ce magnifique cadeau. Donc sur le fait que ce n'est pas un je cadeau. t'ai dit merci et dis-moi de rien. Enfin, je sais pas. C'était pas un cadeau. Donc. Alors, effectivement, donc Delirium qui publie les Judge Dredd Complete Case Files en français revient un petit peu sur les différentes grandes années. Ça marche par paire d'années, mais généralement, des aventures du juge dans Mega City One, donc qui est une des grandes collections de la série 2080, enfin du magazine 2080. Pour ceux qui vraiment se réveilleraient d'un coma très très long, Judge Dredd, qu'est-ce que c'est ? Du coup, je viens de me réveiller d'un coma vraiment très long. Hein. Bon, alors il faut imaginer que dans l'Angleterre des années 70-80, il y avait donc Margaret Thatcher qui était gérante du Royaume-Uni, avec une politique sécuritaire qu'on connaît, avec le génocide de l'Irlande, et avec tout ce qu'on pourrait lister et qu'on ne fera pas parce que c'est un peu long, mais grosso modo, les Anglais, particulièrement les Anglais de gauche, s'étaient un peu rebellés en imaginant différentes œuvres qui, comme Big G, quelque part, réinterprètent la société, ou comme Dirty Old Glory, réinterprètent la société de manière très très exagérée. En l'occurrence, dans le monde de Judge Dredd, il y a une grande ville qui fait la côte américaine de l'Est, qui est Mega City One, qui est donc une ville qui a la taille de plusieurs régions en vérité. C'est une ville qui concentre plusieurs centaines de millions d'habitants. Et la ville est administrée par les juges, qui sont donc un pouvoir autocratique, tout puissant, avec des officiers entraînés qui ont le droit d'être juges, jurys et exécuteurs. Donc en gros, c'est des super flics qui peuvent te tuer s'ils considèrent que tu es coupable. Peuvent évidemment, c'est privilégié, t'enfermer dans les isocubes. Et le héros, enfin le personnage principal de la saga de cette ville-là, c'est donc le héros, pardon, excusez-moi, je suis fatigué, le juge Joe Dredd. Pour ceux qui ne savent pas, Judge Dredd s'appelle Joe, ce qui est presque aussi ridicule que Gérald. Et Gérard, du coup. Gérard, oui, non, Gérald, non, je voulais dire Gérald. Mais donc voilà, on suit différentes aventures menées par le juge et généralement ses collègues, notamment Anderson, qui est la cheftaine de la division des psys. Donc c'est aussi un monde où les gens ont des pouvoirs psy, télépathes, contrôle mental et compagnie, puisque l'humanité a muté au contact des guerres nucléaires. Là, en l'occurrence, donc c'est les années 81-82. Donc c'est l'époque où Ronald Reagan est élu président des États-Unis dans le vrai monde et commence à refroidir les tensions entre l'URSS et le bloc de l'Ouest, les États-Unis, après quelques années d'entente, de réchauffement des tensions, tu vois, justement, où on considérait que la guerre froide commençait un peu à s'arrêter. Reagan arrive, parle de l'axe du mal, propose le programme Star Wars avec le bouclier antinucléaire, etc. Et donc, les Anglais, vu de leur petite enclave européenne, se disent, ça y est, c'est le moment, ils vont en découdre, et vont fomenter un arc assez long qui est intégré dans cette magnifique édition reliée que tu m'as offerte. Toujours pas. Apocalypse War. Donc voilà, alors, il y a différentes choses là-dedans. Ça reste John Wagner et Alan Grant au scénario, qui sont les deux grands architectes de Dredd qui ont tout écrit pendant très très longtemps. C'est l'un des grands, c'est en l'occurrence Apocalypse War, l'un des très grands arcs qui est souvent cité comme l'un des points d'ancrage temporel qui ont permis de solidifier un petit peu les longs formats sur la série 2080. Il y a différentes choses. Alors, il y a du Brian Bolland aussi. Brian Bolland qui était intervenu à plusieurs reprises sur l'univers de Dredd et qui était venu assez récemment dans le tome précédent, je crois, pour inventer justement le personnage de Judge Death, qui est donc un juge qui vient d'une dimension parallèle. Il y a aussi un multivers dans l'univers de Dredd, dans lequel, en fait, des juges ont considéré que la vie, en fait, les crimes étaient commis que par les vivants et que donc la vie était criminelle et donc il fallait éliminer la vie. Et là, en l'occurrence, il revient pas tout seul puisqu'il revient avec les juges noirs, les Dark Judges. Donc voilà, donc sachant que Judge Death et les juges noirs ont complètement inspiré Scott Snyder et Greg Capullo quand ils ont fait leur Dark Knight dans Metal. Tout à fait, oui. Le design de Judge Death est assez connu. C'est un juge avec une sorte de grille de château fort à la place de la visière et un corps de zombie. Ouais. C'est Batman qui rit, quoi. Tout à fait, ouais. Carrément. Et là, il est pas tout seul, donc il y a les différents juges, le juge de feu, le juge de la peur, le juge de la décrépitude. Donc une petite bande de sidekicks avec lui dans des numéros donc illustrés par Brian Bolland qui sont proprement magnifiques et qui flirtent avec l'horreur et aussi le blockbuster. Anderson revient et je sais que pour les fans de 2080 c'est une très bonne nouvelle puisque Anderson c'est la meilleure. Et donc effectivement il y a le doublé Blockmania et Apocalypse War qui sont illustrés en majorité par Carlos Escuera, donc qui est le mec qui a co-créé Judge Dredd avec Pat Mills et Alan Grant. Et alors c'est un arc qui, comme je vous l'ai dit, imagine un petit peu
comment dans le monde fictionnel de Dredd, les soviétiques vont finir par passer à l'attaque. Donc Blockmania en fait parle grosso modo d'une sorte de rivalité de quartier. C'est toujours assez absurde, grosso modo dans Mega City One. Il y a des sortes de villes dans les villes qui sont les blocks. En fait, c'est des bâtiments, d'immenses bâtiments dans lesquels sont stockés des centaines de milliers de gens qui habitent. Enfin, donc il y a le bloc Ricardo Montalban, il y a le bloc Reagan, il y a le bloc machin, etc. Ils ont toujours des noms propres assez ridicules. Enfin, il y a vraiment un jeu de co-référence assez marrant. Et ça démarre par une énorme émeute qui se répand, et on comprend très vite qu'en fait, cette émeute n'est pas naturelle, c'est pas juste les gens qui ont essayé de péter un câble. Ça va fragiliser les défenses de Mega City One et permettre aux soviétiques d'attaquer pour de bon avec les juges de l'Ouest, donc les juges de East Meg One, de l'Est, pardon, du coup, que vous voyez sur la couverture. Regarde comme ils sont beaux, Arnaud. Très beau. Ils ont aussi un seau sur la tête, comme les juges de Mega City One, mais il est un peu plus stylé parce qu'ils ont la croix, la faucille et le marteau. Les impériaux de Star Wars. Exactement. Et donc voilà, on va suivre un petit peu la guerre, parce que c'est vraiment un récit de guerre ouverte, hein, c'est un journal de guerre, entre la résistance qui va être menée par Dredd, qui va essayer de s'infiltrer, etc. Anderson qui est un peu là aussi, plein de personnages secondaires super intéressants, beaucoup de morts. C'est le point de vue des Britanniques de gauche. Donc grosso modo, il s'agit pas de dire que Dredd est le gentil et que les Russes sont les méchants. C'est tout le monde est le méchant et il va y avoir beaucoup de morts dans les deux camps. C'est un peu la vision très totalitaire et apocalyptique de cet univers-là qui est toujours assez crépusculaire. Hein. C'est généralement voilà, Dredd c'est le héros, c'est pas le gentil. Ce qu'il fait, c'est injuste. Ce qu'il fait, c'est un fasciste. Il est très heureux de son métier. Et même lui, tu vois, Judge Dredd, justement, c'est un mec qui est très métallique. C'est Robocop, sauf que c'est un humain. C'est-à-dire qu'il a pas de sentiments, il a pas de loisirs, il a pas de personnalité. Il est juste là pour faire appliquer la loi. Et voilà, il y a plein d'histoires. C'est un assez gros bébé pour 35 €. Vous avez quand même 380 pages, je crois, quelque chose comme ça. Avec justement, comme je disais tout à l'heure, le fait que les numéros 2080, donc qui s'appellent des progs, sont pas en fait comptabilisés comme des numéros de comics classiques en 24 pages. Un prog peut durer 8 à 12 pages et ça permet d'avoir vraiment beaucoup d'épisodes. Là, voilà, je feuillette, je tombe sur les mafiosos qui sont donc des espèces d'aliens un petit peu belliqueux, délétères, qui ont un pouvoir électrique, qui vont être assez chiants à éliminer. Il y a effectivement... Ah, tout c'est génial cet arc-là aussi. Avec les petits bonshommes, comment s'appellent-ils déjà ? Les Stookies, qui sont en fait des aliens trop mignons, et en fait dont le corps permet de sécréter une drogue qui empêche les gens de vieillir. Et donc il y a une sorte de trafic qui est organisé avec des fermes de Stookies où en fait ils les massacrent. Et ça c'est pareil, c'est évidemment des paraboles politiques par rapport à la colonisation, etc. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup d'artistes. Évidemment, Brian Bolland reste le meilleur du truc. Enfin, je veux dire, il n'y a pas non plus... c'est pas pour rien qu'il lui est quand même plus rentré dans l'histoire que les autres. Mais c'est Squira qui officie quasiment à majorité sur la partie Apocalypse War. Et c'est vrai que son trait a beaucoup évolué par rapport au début de 2080, où il était beaucoup plus dans le fin, dans le trait assez précis et tout. Là, c'est plus granuleux, c'est plus chargé, c'est plus... comment dirais-je ? Plus européen, en fait, simplement. C'est plus franco-belge, tu vois, limite. Oui, bah après, c'est en Angleterre, donc c'est européen. Oui, c'est pour ça que j'ai dit c'est plus franco-belge. Pour préciser le coin de l'Europe. Je vois ta précision. Arnaud. Oui. Et c'est du magnifique noir et blanc. Les ancrages sont incroyables. Les reflets de lumière sur les casques. Ça tue. Les juges noirs en noir et blanc. Ça tue. Tout tue. Voilà, je suis très content que Delirium existe pour proposer enfin l'édition de ces super bouquins, dont celui-là que tu m'as offert en France, après quand même des décennies à manquer de Dredd en complet comme ça avec toutes ces magnifiques pages. Et pour le coup, c'est assez rigolo de voir que ça bien sûr, il y a des trucs qu'on vieillit, hein, c'est parfois mal rythmé, c'est parfois un peu désuet. Il y a des trucs qui sont peut-être plus rigolos que d'autres par rapport au traitement du sucre, par exemple, parce que le sucre est interdit à Mega City One. Mais dans l'ensemble, c'est quand même une super BD. C'est ultra parodique, c'est ultra vénère, c'est de la bonne action, c'est de l'espionnage aussi. C'est quand même rare d'avoir une BD de guerre qui soit aussi absolue dans un comics quand même, parce que je veux dire en général les comics qu'on a nous, c'est les comics américains qui sont quand même plus propres. Même les comics militaires ont des idéaux patriotes et tout, font des héros, des grands discours. Là, c'est vraiment non. Là, le but c'est juste de se tirer dessus. Et donc, je suis très content. Et encore une fois, je tenais vraiment à te remercier, quoi. Ça suffit. C'est vraiment, c'est un beau cadeau. Ouais. Et merci. Hein. C'est pas du tout un cadeau, bordel de merde. C'est pas parce que tu le répètes plein de fois que ça devient vrai. C'est insupportable quand même. T'aurais pu l'emballer quand même.
C'est vrai. Ces tentatives de vol en direct d'un podcast. Je vais pas me plaindre, mais c'est sympathique. C'est vrai. Ouais. J'y penserai la prochaine fois quand je te ferai vraiment un cadeau. Pareil, on retire le prix, Arnaud, quand on fait enfin, 35 € si tu le cherches. Voilà. Et donc voilà, donc vous connaissez. Ça les vaut carrément. Ça les vaut carrément, donc c'est disponible chez Delirium et donc c'est fortement recommandé. Et donc, on va conclure déjà ce Back Issues, mais ça fait quand même une bonne heure là qu'on discute de comics. J'allais dire de tout et de rien, mais non, on parle quand même de comics dans la majorité de notre temps de parole. Et on va terminer avec un petit détour chez Urban Comics, mais point de Batman ou de Joker aujourd'hui, puisqu'on reste vraiment là dans une approche très... en fait, on a parlé que de trucs indés, tiens, je viens de remarquer. Ah oui. Pas de super-héros cette fois-ci, tu vois. Ah bah, il y en aura la prochaine fois. Après, Dredd, c'est un peu un super-héros. Oui, c'est vrai, mais après, tu le considères moins. C'est pas une grosse licence. Je sais pas, enfin, c'est pas de la. Enfin, t'appellerais ça de la licence maintenant? C'est un peu ambigu. C'est-à-dire quoi, depuis la reprise par IDW aux États-Unis, on pourra considérer que c'est de la licence, mais c'est vraiment très niche. Ouais, mais du coup, c'est pas le volume IDW. Tout à fait. Et même, il y a quand même eu 2 films. Je sais pas si. Oui, mais après, c'est le même problème que genre pour les Tortues Ninja, tu vois. C'est plus trop de l'indé maintenant, quoi. C'est une grosse franchise, quoi. Ouais. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il n'y avait pas de mainstream en tout cas. Donc ça, on est d'accord là-dessus. Et ton PC n'a plus de batterie. Tout à fait, mais ce n'est pas grave. C'est bien ça. Mais ce n'est pas grave, puisque on va donc parler de Plunge. Alors, Plunge, c'est donc la seconde entrée du label Hill House chez Urban Comics, qui avait Hill House, qui est un imprint, un label de comics d'horreur, qui était chapeauté par Joe Hill, donc le scénariste et créateur de la série Lock and Key, fils de Stephen King, et qui donc en fait avait carte blanche tout simplement pour proposer des comics avec différents artistes. Donc il avait fait Basket Full of Heads avec Léo Max, et donc c'est la deuxième œuvre qu'il écrit et que Urban Comics a décidé de ramener avec nous, avec lui en France. Ça s'appelle Plunge, c'est dessiné par Stuart Immonen. Et donc de quoi ça parle? Eh bien, grosso modo, vous prenez un petit peu le concept de The Thing, surtout l'ambiance, et vous appliquez ça à, en fait, du coup, une troupe qui va explorer une épave de bateau qui avait échoué et était portée disparue depuis plusieurs dizaines d'années, qui d'un coup émet un signal. Donc, on envoie une équipe, en fait, c'est pas vraiment des pirates, mais un peu de fossoyeurs, des faux marins qui récupèrent généralement des cargaisons de contracteurs. De bateaux qui ont échoué. Sauf que arrivés sur place, ils s'aperçoivent que l'équipage du bateau est toujours mystérieusement en vie. Donc voilà, je n'en dis pas plus, c'est le pitch grosso modo de la chose. Non, mais il faut pas spoiler, Corentin. T'as même pas utilisé l'adjectif que les gens aiment bien. Ah, Lovecraftien. C'est une BD Lovecraftienne de ouf d'ailleurs, mais de très beaucoup, puisque ça va complètement. Il y a notamment un rapport à la science là-dedans par rapport aux chiffres, aux mathématiques, et si tu veux, à une forme de certaines de connaissances cosmiques qui dépassent l'entendement du cerveau humain, qui est complètement dans la philosophie des écrits de Lovecraft sur toutes ces choses qu'on n'est pas censé connaître. Il y a une parabole même un petit peu religieuse avec justement, on va dire que l'équipe en gros à un moment va offrir un peu l'équivalent de l'or, de l'encens et de la myrrhe des rois mages aux hommes, quoi. C'est aussi la parabole est assez explicite là-dessus. Donc voilà, mais il ne faut pas en dire plus parce que c'est quand même un récit à tiroir qui se dévoile de plus en plus et qui va de plus en plus loin dans les sphères de l'horreur qu'elle veut exploiter. Donc il y a de l'horreur cosmique, il y a du body horror de ouf, il y a des trucs plus sur la peur de l'inconnu, des fonds marins et des créatures qui peuvent s'y tapir. Ça va très 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 loin dans ce que ça veut explorer. Et en plus c'est dessiné par Stuart Immonen, donc très grand artiste, juste très 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 fort. Pas grand chose en fait, pas de reproche à faire sur cette BD qui est un petit peu, on peut le dire maintenant, Corentin, le Citizen Kane de la BD d'horreur. Oh non. Non, je rigole, bien entendu. C'est une bonne BD, mais c'est une bonne BD d'horreur. C'est une très bonne BD. C'est même, j'ai envie de dire, c'est le meilleur film sur justement les thématiques de Lovecraft qu'on a eu depuis très longtemps. Mais en bande dessinée, c'est un peu c'est le constat qu'on avait tiré de Basket Full of Heads, c'est que ça piochait quand même dans des codes de cinéma, qui évidemment dérivent de la littérature. Stephen King, avant d'être adapté au cinéma et d'avoir
autant d'œuvres marquantes pour le 7e art était d'abord un écrivain, évidemment, mais C'est assez marrant parce que, en fait, c'est clairement, enfin, si Basket Full of It, c'était un Stephen King en BD, bah là, c'est un Lovecraft en BD, quoi, en fait, du coup. ouais, mais quand même avec une mise en scène, avec un rythme, avec un sens des personnages et de la mise en scène qui fait quand même très cinéma. Enfin, moi, je pense que Plunge, c'est typiquement ce qu'avait essayé de faire Scott Snyder avec The Wake, sans y parvenir. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce côté, c'est peut-être plus que Shining, c'est aussi un peu Abyss quand même. Ouais, oui, et Abyss aussi, mais je veux dire, c'est quand même très, si tu veux faire cette comparaison, ça se tient quand même plutôt bien sur, on va dire, si vous avez vu la première moitié de The Wake, c'est quand même dans ce même registre d'horreur. Ouais, mais mieux. Moi, je trouve ça beaucoup mieux. Ouais, Enfin, oui. tu vois. D'accord. Donc, et puis, il y a vraiment ce côté, pareil, très Spielberg, enfin, tu sais, quand les personnages arrivent, donc il y a ce passage quasiment obligatoire de tous les films, justement, d'explorateurs. Où tu présentes l'équipe et tout ça. Tu présentes l'équipe, voilà, exactement, comme les films d'astronautes, ou comme, justement, Jurassic Park, ou comme, encore une fois, les aliens, tu sais, où t'as toujours cette scène où ils vont bouffer ensemble, et ils vont dire, alors lui, il fait lui, il fait lui, il fait lui, etc. Et que là, pour le coup, c'est immédiatement, tous les personnages sont immédiatement attachants. Ils ont tous une voix propre, ils ont tous un caractère bien trempé. Ça vanne beaucoup. Ouais. Il y a vraiment ce côté pareil de Joe, dans Les Dents de la Mer, tu vois. Où C'est un très bon dialoguiste, hein, Joey. c'est super bien écrit. Bah, on l'avait déjà noté d'ailleurs dans Basketful que Tout à fait. qu'avec June, Tout à qui fait, était ouais. hyper. Mais tu vois, justement, le personnage de June, il flirtait aussi avec une sorte d'horreur presque absurde, malsaine, tu vois, genre la façon dont elle réagissait à ce qui lui arrivait et dont elle s'accaparait la situation très vite jouait plus dans le sens justement de l'écriture de Stephen King que de l'écriture de cinéma. J'ai quand même vu peu de personnages, à part peut-être Mandy Lane, qui arrivent aussi bien à rebondir sur une situation aussi grave, tu vois. Alors que là, pour le coup, Plunge, c'est vraiment une écriture de bons blockbusters, de bons films façon Les Dents de la Mer, mais adaptés justement au code de Lovecraft, avec des portraits très vivants, très riches, toujours justement très faciles à identifier. T'as vraiment les frères, les deux comiques, l'industriel, etc. La scientifique avec un accent anglais et un vocabulaire anglais. Qui d'ailleurs, je ne sais pas si ça se traduit très bien en VF du coup, mais c'est vraiment, pour moi, c'est le meilleur film à la Abyss qu'on a eu depuis Abyss en fait, avec peut-être moins de, enfin, disons que l'ouverture aux peuplades éventuellement surnaturelles n'est pas exactement la même. Mais c'est vraiment super bien fait, c'est très bien rythmé, c'est très généreux. Il se passe quand même beaucoup de choses au sein du moindre numéro. Il y a vraiment beaucoup de trucs qui se passent, beaucoup d'interactions, beaucoup de dialogues, beaucoup de séquences variées. Et dans l'ensemble, comme tu dis, c'est dur de trouver des reproches en fait. À la limite, moi, le reproche que j'aurais à faire, c'est que ce n'est pas Léo Max au dessin. Et que j'ai vraiment préféré graphiquement Basket Full of Heads, que je trouve quand même beaucoup mieux foutu. Parce que je trouve que Immonen, c'est un très bon dessinateur, mais il est plus classique dans le comics, tu vois. C'est-à-dire que. Je vois Immonen, je dis c'est du comics, c'est de la bande dessinée américaine, je connais ça, je sais à quoi ça ressemble. C'est très photoréaliste. C'est ça, oui, c'est même, oui, ça fait justement adaptation de film quelque part, avec des structures, des personnages, des décors, etc., qui sont très authentiques, cadrés, etc. Là où justement Léo Max, elle est plus dans le weird, elle est plus dans des aplats de couleurs vraiment très moins réalistes, en fait, voilà. Plus genre, plus 619, encore une fois, enfin bref. Mais voilà, c'est vraiment, je ne lis pas que du 619, bienvenue auditeur, excusez-moi, mais du coup, voilà, là, ça marche vraiment super bien. Et honnêtement, ce que je vais dire est vraiment stupide, parce que, entre guillemets, justement, on essaye, nous, de valoriser l'intérêt de la bande dessinée. Là, ce qui me semblait, t'as dit elle, mais Léo Max, c'est un monsieur. J'ai dit elle, non, j'ai dit il. Non, tu disais elle depuis avant, mais c'est pas grave. T'es sûr? Oui. Les gens seront il m'avait semblé que, pourtant que j'avais intégré que c'était un homme. Ok, mais autant pour moi, je suis peut-être super woke, je sais pas. C'était comme là, Aubrey Stevenson. Ouais, non, mais ça pour le coup, tu peux pas m'en vouloir. Enfin, Aubrey, mais je t'en veux pas de toute façon. Bon, voilà, donc Léo Max est un homme et Aubrey Stevenson aussi est un homme. Désolé si j'ai mes genres, et bref. Donc pour revenir au truc, ce que je vais dire du coup est dommage, puisque effectivement, voilà, on essaie de valoriser l'intérêt de la bande dessinée plutôt que les adaptations. Mais franchement, ça aurait quand même une sacrée gueule en film, ça, pour le coup. Mais il y a un truc qui est sorti notamment avec Kristen Stewart, Underwater, qui se rapproche un petit peu thématiquement et surtout par rapport à sa conclusion, tu vois, où il y a quand même un énorme parallèle à faire et sur lequel du coup les fans de grands anciens seront ravis, quoi, je dirais. Donc, moi, je suis très content d'avoir ça en bande dessinée parce que justement cette générosité de faire ça en ces numéros, d'aborder quand même différents registres de terreur, avec aussi même j'ai trouvé
grosso modo, si tu veux, que les discussions, on va dire, entre les deux équipages, moi, je m'attendais pas à ce qu'il y ait des discussions, en fait, tout simplement, tu vois. Je m'attendais vraiment pas d'avoir cette dynamique, en fait, entre là, ces deux groupes de personnages. Parce que je m'attendais vraiment à être plus dans l'approche très The Thing, où, en fait, bah voilà, toute l'équipe allait se faire descendre, en fait, tu vois. Oui, il y a des interactions, dire quoi. il y a du dialogue aussi enfin, tu vois le genre de dialogue que t'aimes bien, il y a quand même ça aussi dans The Thing. Oui, La mais. scène de fin, notamment, par exemple. Ouais, mais. Parce que c'est un peu trop en dire, ça, du coup. Voilà. Bref, je m'en continue. Non, donc voilà, donc ça va pas juste vers une forme de slasher en terrain hostile, quoi. Donc c'est pour ça prend une autre dimension, mais ben moi je suis très content de le voir dans un album qui du coup est complet en fait dans ce qu'il a raconté, dans ses thématiques, dans son évolution et dans les surprises qu'il doit apporter, parce que même jusque dans les dernières pages, tu t'attends pas forcément à ce que tous les rebondis, parce que tu dis enfin tu dis à un moment c'est fini, enfin tu vois il te reste là, tu dis il te reste 6 pages, tu vois en feuille, tu vois physiquement t'arrives que t'es à la fin de l'album et tu dis bon bah ok ça va se finir comme ça, et en fait non, en 6 dernières planches il arrive encore à te faire quelques petites dingueries, quoi, et donc c'est super agréable d'avoir autant et sous le format BD. C'est très généreux, effectivement. Ouais. Donc j'ai pas besoin du tout pour le coup de me dire qu'il aurait fallu faire ça. Non, mais c'est c'est intéressant de se dire qu'entre guillemets, une œuvre qui ressemble autant à The Thing, qui ressemble autant à Abyss, qui ressemble autant aux Dents de la Mer et tout, quand tu la lis, en fait, tu vois que Joe Hill, il s'est imprégné de ces codes d'écriture-là. Et quelque part, peut-être que tu as raison, c'est qu'en fait, il aurait peut-être pas pu la faire au cinéma parce qu'il aurait pas pu avoir cette générosité, cette bizarrerie et tout. Et puis même cette espèce de fantasme masturbatoire pour les fans de Lovecraft, justement, d'avoir. Il y a un petit côté, pareil, comme tu dis, c'est vraiment une œuvre de fan au sens où, quand tu regardes le côté où on va dans une expédition qui est au nord de la Terre, dans un endroit où il fait froid, avec des gens qui étaient là avant nous et qui ont découvert un truc qu'ils n'auraient pas dû découvrir, c'est les montagnes hallucinées, quoi. Aussi, ouais. Littéralement, c'est juste que c'est pas des. Il y a pas d'avion et de campement, c'est des bateaux, mais grosso modo, le résultat est plus ou moins le même, quoi. Il y a peut-être moins ce côté sonore que tu peux avoir généralement dans les œuvres de Lovecraft où t'as une propension, tu sais, avec le cri de Cthulhu et tout. Mais enfin, par ça, moi, franchement, j'ai super kiffé. Et honnêtement, ces deux œuvres-là, si vous aimez l'horreur, on va dire années 80-90, ou si vous aimez la littérature et les grands classiques de l'horreur, enfin, Basketful of Heads et Plunge, c'est deux classiques, quoi. Il y a vraiment pas à hésiter. Bah, c'est les deux meilleures productions du label Hill House, clairement. J'ai pas lu les autres, donc je saurais pas te dire. Bah, je te le dis, il y en a d'autres qui étaient un peu qui étaient sympathiques, mais qui étaient soit moins bien écrites ou plus difficilement abordables, on va dire, d'un point de vue artistique. Alors que là, c'est quand même accessible, mine de rien, parce qu'on a des artistes qui sont, on va dire, pas dans un style artistique qui fasse trop, qui soit trop repoussant entre guillemets, tu vois, mais qui sont un petit peu difficiles à apprivoiser. On est quand même sur des artistes déjà, avec un dessin qui est très grand public, on va dire, tu vois. Stuart Monen et Leo Max, c'est pas difficile d'accès. Non. C'est pas du Jeff Lemire, par exemple. Non, c'est pas difficile d'accès, on est d'accord. Ou du Matt Kint ou du Tyler Jenkins, donc plutôt que de regarder Lock and Key saison 2 sur Netflix, lisez Plunge et kiffez. C'est ça, lisez Plunge, et puis lisez aussi Basketful of Heads, et donc Plunge c'est sorti et c'est disponible. Alors c'est sorti à l'heure où on enregistre, ça sort ce vendredi 28 mai, et du coup ça sort aujourd'hui à l'heure où on poste le podcast en ligne, donc vous pouvez aller en librairie également vous le procurer pour la somme de 16 €, et on vous rappelle que 16 €. Ouais. C'est 2 fois moins cher que le bouquin que tu m'as offert. Très bien, Corentin. Et on vous rappelle qu'il y a également des liens dans la description de ce podcast qui vous renvoient chez nos amis de Comic Zone. Donc si vous n'avez pas peur de faire vos commandes à distance, vous pouvez passer par eux, et ça nous permettra... Moi, j'ai pas peur. Ça vous permettra d'aider à la fois une boutique indépendante fort sympathique et de nous aider aussi un petit peu si vous passez avec nos liens. Et Corentin, je crois qu'on en a fini pour ce Back Issues. Eh oui. La prochaine fois qu'on parlera de VF, ce sera peut-être pour la fin de Doggy Bags. Sûrement. Mais je suis un peu triste. Je veux bien le dire. Mais on en reparlera de toute façon. Puis on a quand même pas mal d'autres sorties avec aussi du super-héros à aborder. Tout à fait. Et puis on a aussi de la VO. On a du retard à rattraper en VO. Et puis il y a plein d'autres podcasts qui arrivent. De toute façon, vous connaissez ce refrain. On espère que l'émission vous a plu. N'hésitez pas à nous dire si vous avez lu avant ou après avoir écouté cette émission certaines des BD qui ont été chroniquées. Et donc à nous dire ce que vous en avez pensé.
On vous invite évidemment à partager les podcasts. C'est la meilleure forme de soutien que vous pouvez nous faire. Et pour celles et ceux qui le souhaitent, une page Tipeee existe pour apporter également un soutien financier pour pouvoir profiter de ce médium et donc rendre le podcast le plus pérenne possible. Corentin, je te dis à très bientôt. À tous nos auditeurs et nos auditrices également. À bientôt pour le prochain podcast. Donc. Salut. Ciao. Salut à toutes et tous, c'est Arnaud. Alors pourquoi j'irais me mettre un vaccin qui va rien arranger du tout? Hein? Réponds si t'as des couilles. Ah, le human train wreck. Les décideurs, ça te va, les décideurs? Jean-Marie, vous avez une colère incroyable. Mais oui, mais fils de pute. Mon Dieu. Ah là là, hein. Allez.